Bon, Thierry, on est super content de te recevoir ici chez Imo Compare pour que tu puisses nous parler de Contacom, de ce que tu fais chez Contacom et de ce que vous pouvez proposer aux investisseurs. On va aussi regarder un peu ce que vous faites en termes de fiscalité, comment vous accompagnez vos clients. Donc, ce que je te propose, c'est qu'au début, tu te présentes et puis ensuite, on fera un petit vrai-faux. Eh ben super, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir effectivement de pouvoir parler à la fois de mon cabinet, de notre métier, de la comptabilité. Donc moi je suis dirigeant en fait, d'un cabinet qui s'appelle Contacom Investissement, qui est basé à Laval. Par contre on accompagne nos clients au niveau national en fait, puisqu'on est en 100% dématérialisé. Et on est spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs en immobilier. Le cabinet a été créé en 2009 et aujourd'hui on accompagne un peu plus de 15 000 clients. Super, très clair. Alors, ce qu'on aime faire à chaque début d'interview, c'est de faire un vrai-faux. Donc, le concept, c'est tout simple. On va te dire une phrase, tu dois dire si elle est vraie ou fausse sans argumenter. Et par la suite, tu pourras argumenter après et on pourra échanger sur les différents sujets. Donc, on est parti. C'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. Vrai, La SCI à l'IS est plus avantageuse que la SCI à l'IR. vrai, Le LMNP est voué à disparaître. faux, La location nue est le pire régime fiscal de l'investissement immobilier. allez, vrai, Contacom est la meilleure solution pour réaliser sa comptabilité en ligne. vrai, La comptabilité est un aspect secondaire pour réussir son investissement locatif. faux, Les comptables en ligne sont une meilleure solution qu'un comptable classique. faux. Faire sa compta soi-même est une bonne idée. Faux aussi. Ok, super. J'ai hâte qu'on puisse discuter de tout ça plus en détail, ça va être super intéressant. Mais avant, on va commencer à faire un zoom sur Contacom pour que tu puisses nous expliquer un peu ce que vous faites. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait rappeler à ceux qui nous écoutent ou nous regardent, qu'est-ce que la comptabilité en ligne? Alors, ce qu'on appelle en fait comptabilité en ligne, c'est le fait d'accéder à sa comptabilité par un logiciel en ligne. Donc, on est dans une relation 100% dématérialisée. Globalement, on accède à sa compta 7 jours sur 7 via son smartphone, via son PC. Et on n'a pas de contact physique, on va dire, avec en fait son interlocuteur. Alors après, il y a plein de comptabilités en ligne différentes et c'est ce que j'ai aussi essayé d'expliquer pendant cette interview en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous parler aussi de Contacom en quelques chiffres pour qu'on puisse bien situer? Contacom, c'est aujourd'hui une cinquantaine de cabinets, c'est un peu plus de 600 collaborateurs. Donc c'est à la base, historiquement, c'est un cabinet de comptabilité classique et le gros de notre activité est concentré sur l'accompagnement des entrepreneurs avec chaque cabinet qui a un peu des spécificités. On a des cabinets qui sont très spécialisés agricoles, d'autres plus sur le viticole, d'autres sur les professions libérales, ainsi de suite. Donc cabinet très classique à la base, et moi, ma structure qui a été créée en 2009 a un fonctionnement complètement différent puisqu'elle s'est ultra spécialisée sur l'accompagnement des investisseurs, pour le coup une clientèle de particuliers. Et nous, on n'a pas une relation de proximité, en tout cas de proximité physique avec nos clients, puisqu'on est en 100% dématérialisé avec une clientèle nationale. Toi, tu es arrivé du coup chez... Donc, ta société, c'est Contacom Investissement, du coup, qui est spécialisée. Tu es arrivé aussi en 2019 pour créer Contacom Investissement ou tu es arrivé après? Contacom Investissement a été créé en 2009 et moi, je suis arrivé en 2016. Donc, en cours de route. Ok, ça marche. Comment tu dirais que vous différenciez chez Contacom par rapport à d'autres solutions? On sait que notamment sur l'investissement, il y a beaucoup de concurrents. Comment vous faites pour être différent? Ce qui nous différencie, c'est justement cette bivalence, on va dire. C'est-à-dire qu'on est à la fois, comme tous les cabinets en ligne, c'est-à-dire avec une solution 100% dématérialisée, donc vraiment cet outil technique qui est notre outil de base en fait, pour travailler et être en relation avec nos clients. Et à côté de ça, il y a l'ADN du cabinet classique avec ses relations de proximité. Donc on essaie en fait, dans une relation 100% dématérialisée, pour autant d'avoir en fait une relation de proximité avec nos clients. Et on réussit plutôt bien, notamment par le fait que, chacun de nos interlocuteurs a un interlocuteur dédié. Donc ça, c'est vraiment plus proche de l'idée d'un cabinet de proximité. D'ailleurs, beaucoup de nos clients appellent leurs collaboratrices par leur prénom, donc ça veut bien dire qu'il y a une vraie relation. Et à côté de ça, dans quelque chose de très très technologique, avec la possibilité pour les clients de nous répondre quand ils le veulent, à partir du smartphone, du PC, à n'importe quel moment et sans avoir besoin de se voir en l'occurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions sur le marché, donc on peut vite être perdu. Si toi, tu devais aujourd'hui choisir une solution de comptabilité en ligne, ce serait quoi les critères principaux que tu regarderais? Au niveau critères, justement, la comptabilité en ligne, elle ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on est sur une situation 100% autonome,
Et ça veut dire que quelque part, on a la compétence de faire sa comptabilité par soi-même, où on prend le risque de faire des erreurs. Soit il y a le cabinet de proximité, mais le cabinet de proximité, c'est vrai qu'ils vont souvent être beaucoup plus chers. Et nous, c'est ce qu'on essaie de proposer, c'est-à-dire cette alternative avec à la fois tout l'aspect technologique pour justement être le moins cher possible, et en même temps un vrai accompagnement, parce qu'il ne faut pas se tromper, même si effectivement la comptabilité de l'immobilier peut paraître simple, dans le sens où il n'y a pas des volumes de factures conséquents, il y a tellement de subtilité que le risque d'erreur, il est hyper important, quoi. Ça, c'est des sujets qu'on va aborder aussi, comment vous faites dans les process. Justement, nous, chez ImmoCompare, du coup, on est un site qui compare des solutions, notamment de comptabilité en ligne. Est-ce que pour toi, donc comment on sait qu'il y a un vrai sujet sur la comptabilité en ligne qui est, ou même la comptabilité en général, qu'en période de déclaration fiscale, il y a un peu des embouteillages pour rejoindre son conseiller, etc. Parce que forcément, tout le monde essaie de contacter au même moment. Comment vous gérez ces périodes de fort trafic et d'affluence importante pour être sûr de conserver une qualité de service importante? C'est vrai que par définition, la majorité des particuliers vont préférer une clôture au 31 décembre. Donc on va se retrouver effectivement avec l'intégralité des dossiers à gérer entre janvier et mai. On a deux moyens en fait de répondre à ça. Le premier, c'est qu'on a une organisation type production. Et avec le côté positif de la production, c'est-à-dire que chaque collaborateur intervient à un instant, les tâches sont bien séparées, ce qui fait que ça permet d'être le plus rapide et le plus efficace possible. Et ça, c'est vrai tout au long de l'année où on dissocie effectivement des collaborateurs qui sont ultra spécialisés sur chacun de leur domaine d'expertise. Après, on a aussi différencié l'aspect comptabilité de l'aspect relation client. Aujourd'hui, on a des équipes de production comptable qui ne font que de la production comptable et qui sont là pour sortir justement les bilans en temps et en heure. Et nos interlocuteurs dédiés, ce qu'on appelle nous chargés de clientèle, sont là pour répondre aux questions des clients. Ils ne font pas de production. Ça veut dire que pendant la période fiscale, leur métier, c'est de répondre au téléphone et y répondre, y compris pendant la période fiscale. Ce qu'on n'avait pas auparavant, où quand c'était à la fois les comptables qui faisaient la relation client et la comptabilité, effectivement, quand on appelait au mois de mai, on les dérangeait. Alors qu'aujourd'hui, les comptables travaillent et sont focalisés sur la production. Les chargés de clientèle sont là pour répondre aux clients, ce qui fait que normalement, un client qui appelle au mois de mars ou au mois d'avril, il a toujours un interlocuteur dédié. Et le fait de dissocier ces différentes fonctions nous permet aujourd'hui de pouvoir toujours être disponible pour les clients et en même temps nous assurer que les comptables avancent et sortent tous les bilans en temps et en heure. De la même façon, les chargés de clientèle, leur mission aussi, c'est de s'assurer que les clients déposent bien les pièces, parce que c'est vrai que le problème souvent, et les clients ont raison, faire un bilan LMNP, globalement, en 2 heures, si on a toutes les pièces, c'est fait. Donc un client qui nous donne les pièces le 1er mai, on peut sortir le bilan en 2 heures. Mais si on gère aujourd'hui 15 000 clients, si nos 15 000 clients nous donnent toutes les pièces le 1er mai, on n'aura pas assez d'heures jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, le rôle de mes collaborateurs aussi, c'est de s'assurer de relancer les clients régulièrement pour qu'on puisse sortir des bilans de janvier à mai et pas uniquement sur la période de mai. Il y a aussi un point qui peut être un peu inquiétant quand on fait appel à une solution de comptabilité, c'est la possibilité qu'il y ait des erreurs comptables. Comment vous limitez ce risque chez Comptacom? Est-ce que ça joue dans le recrutement? Est-ce que ça joue dans les process que vous mettez en place? Comment vous faites? C'est plus dans les process en fait. Aujourd'hui, dans les équipes comptables, il y a en fait des équipes de production qui sont là en fait pour faire la saisie. Et après, il y a différentes strates avec des niveaux de contrôle, avec 3 niveaux de contrôle. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, une fois que le dossier est saisi, il passe ces 3 strates de vérification pour être sûr que derrière, il n'y ait pas de difficulté. Et après, c'est pareil dans les process. On a des points de vigilance, des alerteurs pour effectivement, en fonction de la typologie de dossier, de ses spécificités, avoir un contrôle plus ou moins important. Typiquement, un dossier qu'on va avoir depuis 10 ans, où il ne se passe rien et tous les ans c'est à peu près la même chose, on a vite fait de contrôler puisqu'il y a de la récurrence. Par contre, si on a un dossier sur lequel il y a un ajout de bien, une sortie de bien, un exercice un peu exceptionnel avec un chiffre d'affaires d'un seul coup qui ne ressemble plus du tout aux autres, là forcément ça va passer des niveaux d'alerte et des contrôles plus importants. On va passer maintenant à la partie que nos invités aiment le moins, on va dire. C'est la réponse à un commentaire négatif. Alors on en a pris un, c'était en vrai l'un des seuls qu'il y avait, pour être honnête. Mais bon, du coup on va quand même le lire. On rappelle quand même qu'il y avait la grande majorité sont des avis positifs. Mais donc voilà, je vais te le lire.
Et après, je te laisse y répondre tout simplement. Alors, c'est de X, donc voilà, pas de nom prénom, mais extrêmement mécontent du suivi des dossiers et des délais compta de Comptacom et le spécialiste de la relance 2 fois par an en juin pour les pièces de l'année en cours et en mai pour le bilan ou sans nouvelles pendant 6 mois. Il demande une liste de pièces d'un coup, peu de temps avant la date limite, accès à leur plateforme impossible la majorité du temps, changement de conseiller chaque année, aucun suivi de proximité. Alors c'est vrai que c'est un commentaire qui est assez dur. C'est aussi un sujet, le changement de conseiller, même sur toutes les solutions qu'on regarde. C'est vrai que c'est aussi il y a beaucoup de rotation, de turnover. Comment vous avez répondu à ça? Alors, bon, déjà, là où je suis assez satisfait, c'est qu'aujourd'hui, on a un niveau de clients mécontents et comment dirais-je, d'avis négatifs sur le site qui sont relativement bas, même très bas, parce que je crois que ce commentaire, il date de plus de 2 ans maintenant. Ouais. Ma frustration, elle est plutôt inverse, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez de clients contents qui nous font part de leur satisfaction. Okay. J'ai à peu près 500 avis positifs aujourd'hui. J'ai 15 000 clients. C'est toujours ma grosse frustration, c'est de dire, mais si vous êtes content, allez-y. Après, tout avis, que ce soit un avis sur le site, alors je préfère quand les clients le signent parce qu'ils ont au moins le courage et puis quelque part, s'ils le signent, on peut aussi les contacter pour comprendre. Parce que l'idée d'un avis négatif, c'est bien ça, c'est de comprendre d'où vient le problème et quelque part de le résoudre. Moi, ça, les commentaires ou les difficultés que peuvent rencontrer mes clients, ça me fait avancer. Donc l'idée, c'est bien d'avancer dans ce sujet-là. Donc systématiquement, quand il y a des avis de clients qui sont un petit peu mécontents, on traite, on essaie d'apporter une réponse. Ça, c'est le premier sujet. Sur le fait d'avoir un interlocuteur dédié, on a des interlocuteurs dédiés. Et justement, les interlocuteurs dédiés ne changent pas. Alors après, bien évidemment que chaque année, les portefeuilles se renouvellent. J'essaie aussi de faire en sorte que mes plus vieux collaborateurs continuent à accueillir de nouveaux clients. Donc, il y a toujours des petits mouvements de portefeuille. Mais on essaie de faire en sorte que nos clients aient toujours le même interlocuteur pendant toute la durée de leur présence au sein du cabinet. Après, sur ce commentaire, je m'en souviens, il ne faut pas se tromper. On est un cabinet 100% dématérialisé. On s'efforce de faire en sorte qu'il y ait une relation de proximité avec nos clients, mais on ne sera jamais un cabinet de proximité où le client peut venir prendre un café, où on le contacte tous les 6 mois, où il peut venir nous voir tous les mois. Sur des dossiers LMNP, je ne peux pas voir mon client tous les mois. Par contre, quand les clients nous appellent, quand ils nous interrogent, on leur répond. Donc, il ne faut pas se tromper. Et il y a des fois, effectivement, où les clients sont en droit, notamment quand c'est des gens qui ont à côté... déjà une activité professionnelle et qui ont une relation complètement différente avec leur comptable, on ne fait pas le même métier. Et souvent, effectivement, ce qu'on peut leur proposer ne correspond pas à leurs attentes. Auquel cas, ils ont tout à fait le droit d'aller voir ailleurs. Ils auront une prestation différente avec un coût également aussi différent, quoi. C'est une parfaite transition, c'est déjà une bonne anticipation de la question suivante qui était qu'est-ce que tu penses des comptables plus classiques et des cabinets comptables classiques? Peut-être, est-ce que tu peux ajouter des choses sur les différences majeures qu'il y a entre une solution de comptabilité en ligne et le comptable qu'on va voir justement, qu'on peut aller voir tous les mois avec des rendez-vous? C'est quoi les différences majeures pour toi? Je ne vais pas critiquer les cabinets classiques puisque à la base, on est un cabinet classique et c'est notre métier. Et c'est important. La seule chose, c'est que je pense foncièrement qu'il y a une vraie différence entre l'accompagnement d'un entrepreneur où il y a un vrai besoin de proximité, de rencontre, et puis quelque part, la comptabilité pour l'entrepreneur est un outil de pilotage. Et donc, il a besoin d'avoir son bilan pour bien piloter son entreprise. Nous, aujourd'hui, sur de la fiscalité LMNP, c'est pas, le client n'attend pas notre bilan pour gérer leurs biens immobiliers. Notre métier à nous, c'est de faire en sorte que la comptabilité elle soit bien faite, dans les temps, en temps et en heure, et de façon le plus optimisée pour le client. Donc on a un métier différent. C'est un métier sur lequel les cabinets de proximité ne sont pas bons. Parce qu'ils ne savent pas gérer une clientèle de particuliers, ils ne savent pas gérer du dossier LMNP. C'est vraiment des dossiers bien spécifiques. Aujourd'hui, il n'y a que les spécialistes de l'immobilier qui peuvent être en capacité de bien gérer des dossiers LMNP. Au sein du réseau, je tiens la comptabilité de mes collègues experts comptables parce qu'ils savent que leur comptabilité pour leur propre dossier LMNP sera mieux gérée, alors que sur la qualité de l'accompagnement d'entreprise, ils savent bien faire. C'est un vrai métier. Donc, il faut absolument faire appel à des spécialistes de l'immobilier. Alors après, qu'ils soient en dématérialisé ou en physique, peu importe, j'ai envie de dire.
La seule chose, c'est que quand on est en dématérialisé, on optimise tous les process et ça permet aussi d'avoir des coûts qui, pour l'investisseur, sont le plus bas possible parce que l'idée étant bien là, c'est ça leur coûte le moins cher possible, que ce soit le mieux fait possible pour ce prix-là, quoi. Ouais. En fait, nous, quand on a regardé un petit peu la comptabilité en ligne, on s'est rendu compte que c'était plus un nouveau produit qui n'était pas forcément là pour faire de la concurrence aux experts comptables qui étaient là et qui sont une relation de proximité, qui vont accompagner un entrepreneur sûrement sur le long terme pour créer des structures juridiques complexes, etc. Mais c'était vraiment pour répondre à un besoin très simple de comment je fais pour gérer ma compta en LMNP pour pas cher, parce qu'au final, ça peut se faire pour pas cher. Et donc, ça répond juste à un besoin plus que pour concurrencer les experts comptables. De toute façon, c'est un marché sur lequel les experts comptables classiques ne vont pas forcément. Moi, parmi mes apporteurs d'affaires, j'ai des concurrents de cabinets comptables qui, à partir du moment où c'est de l'MNP, en fait, me les envoient parce que quelque part, ils n'ont pas envie de faire, ils ne savent pas faire, et par contre, ils ont envie que leurs clients soient bien accompagnés. Donc, y a pas c'est vraiment un métier différent. Après, sur comment dirais-je, les comptabilités en ligne, je vais vraiment faire la différence entre un cabinet en ligne, une comptabilité en ligne, mais avec la possibilité d'avoir accès à un cabinet classique, d'une solution 100% en ligne, où finalement c'est un outil, mais où on laisse en fait l'investisseur faire des choix, faire lui-même sa propre comptabilité, avec les risques que ça peut présenter. Tu réanticipes la question suivante, qui est que aujourd'hui, il y a des solutions qui sont encore moins chères que de la comptabilité et un accompagnement en ligne, qui sont vraiment des logiciels de comptabilité en ligne où l'investisseur est complètement autonome. Il y a Amarissimo qui propose ça, par exemple. Je déclare mon meublé, il y a Déclat.fr. Voilà, ou tout simplement, pour expliquer, on va sur le site et on rentre ses chiffres et on fait ses propres calculs d'amortissement, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces logiciels? Est-ce que tu penses que ça peut quand même convenir à certaines personnes? Alors, oui, parce que de toute façon, s'il y a des gens qui l'utilisent, c'est que forcément ça correspond à un besoin. Après, ce qui est toujours difficile, en mon sens, c'est la capacité qu'a la personne à être autonome. On pense tous en fait que la comptabilité, globalement, on peut la faire dans un fichier Excel. Je mets mes recettes d'un côté, je mets mes charges de l'autre, et je sors un bilan. Ça, c'est pas compliqué en soi. Par contre, il y a tellement de subtilité, de spécificité en fait sur la comptabilité LMNP qu'il y a toujours en fait un risque d'erreur. Là, on est en train j'ai un client qui m'a été envoyé par un avocat fiscaliste. Typiquement, ce client, il est LMP. Il ne le savait pas, il ne savait même pas qu'il y avait LMNP ou LMP. Okay. Donc à un moment, il voit un avocat fiscaliste pour un autre sujet. L'avocat fiscaliste lui dit « Mais vous faites votre comptabilité comment ?» Moi, je la fais tout seul sur Excel, je déclare « Ok. Vous êtes LMP ?»« Ah bon, je ne savais même pas que ça existait. » Ok, parce que ça, le logiciel ne va pas forcément lui dire. Ok. Est-ce qu'il se déclarait en quoi, lui? LMNP. Ok. Sauf qu'il y a quand même de vraies conséquences derrière. Ouais. Et résultat, l'avocat fiscaliste me l'envoie en disant « Est-ce que vous pouvez regarder ?» J'ai regardé sa compta. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas d'autre choix que de reprendre toute la compta depuis le début. Ça fait 4 ans qu'il fait sa compta par lui-même. Non seulement, soit effectivement, il continue comme ça, mais moi, il y a un risque d'erreur et un risque en cas de contrôle, il y a vraiment des erreurs importantes qui ont été faites. Soit on reprend tout, et moi, ça va presque lui coûter plus cher de faire tout reprendre sur 4 ans en arrière que si on l'avait fait dès le départ de façon très correcte. Mais sur les amortissements, c'est mal fait, c'est pas optimisé. Un truc tout bête, c'est que dans ses formules de calcul, il s'est trompé et en fait, il amortit sur une base de 120%. Donc ça peut pas fonctionner. Il y a la notion de déficit, où les déficits, effectivement, ils sont pas forcément traités toujours de la même façon. Il est LMP, donc ça veut dire que logiquement, il y a une affiliation URSSAF qu'il a jamais fait. Donc en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses où si on n'est pas suffisamment expert, le logiciel, ça reste un logiciel, c'est pas une intelligence artificielle, donc c'est pas lui qui va vous alerter sur ces risques d'erreur. Par contre, si effectivement vous maîtrisez bien le sujet, si vous comment dirais-je, vous avez des bases comptables suffisamment importantes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a trop de risques d'erreur et il y a trop de risques aussi en cas de contrôle d'administration fiscale de se faire retoquer. Pour un coût qui est quasiment identique finalement, quelque part, le client, en faisant appel à des solutions telles que la nôtre, il n'a pas apporté ni cette responsabilité,
ni ce poids en fait, et il peut vraiment se focaliser sur l'investissement. Je suis d'accord que typiquement, si on est quelqu'un qui est un peu allergique aux chiffres, on n'aime pas ça, le logiciel de comptabilité, c'est pas... Pour gagner 100 euros par an, vraiment, je pense que ça vaut pas le coup. Tu disais justement, une comptabilité mal faite, c'est quoi les risques quand on fait mal sa comptabilité, quand il y a une erreur de comptabilité, qu'est-ce qu'on risque? Les risques, ils sont divers et variés. À partir du moment où, dans le cadre de la comptabilité location meublée, et notamment par le biais des amortissements, on a un résultat à zéro. Finalement, si on fait un résultat à zéro avec un bilan qui est propre, ou si on a un résultat à zéro avec un bilan qui n'est pas propre, il n'y a pas de risque au niveau des impôts, puisque de toute façon, le résultat reste à zéro. C'est plutôt que si c'est mal fait, le risque est plutôt de se retrouver rapidement avec un résultat positif et à payer de l'impôt, alors qu'avec une solution bien calculée, on aurait pu mieux gérer ses amortissements et être tranquille beaucoup plus longtemps. Ça peut être un risque si par exemple on ne s'est pas inscrit à l'URSSAF, de requalification auprès de l'URSSAF. Il y a une vraie problématique aujourd'hui aussi sur le traitement des plus-values, c'est-à-dire que quand on est particulier, il n'y a pas de souci, mais quand on est pro, les plus-values doivent être traitées dans le bilan. Aujourd'hui, un particulier n'est pas capable de le faire. Okay. Donc, il y a vraiment trop de risques. Au sein du cabinet, sur nos structures plus classiques, les comptables classiques qui gèrent des clients agricoles ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui gèrent des médecins. Ceux qui gèrent des médecins ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui gèrent des artisans. Chaque comptabilité a ses spécificités, et même si finalement la comptabilité est toujours la même, en fait, ce n'est pas la difficulté de saisir les écritures comptables, c'est bien tout l'aspect fiscal autour. Ouais. Et ça, c'est des choses que les clients ne maîtriseront jamais, parce que globalement, sur un dossier, même en allant lire sur Internet, on ne peut pas être expert comme quelqu'un qui gère aujourd'hui 15 000 dossiers, quoi. Et en termes financiers, tu as des exemples de personnes qui ont mal fait leur comptabilité, à qui ça a pu coûter très cher? Aujourd'hui, dans mes clients, il n'y en a pas. Dans les autres, à partir du moment où ils déclarent un résultat à zéro, il y a peu de risques. Par contre, typiquement, je me rappelle avoir discuté sur un salon avec un client qui faisait sa comptabilité par lui-même. Il avait un résultat à zéro, sauf que techniquement, il passait des choses. Par exemple, il passait tous ses voyages d'affaires en charge. Il passait sa voiture, il passait les indemnités kilométriques, il passait tellement de choses qu'il avait un résultat à zéro, alors que s'il avait fait sa comptabilité correctement, il aurait dû déclarer fait un résultat positif. Le risque, c'est qu'effectivement, s'il se fait contrôler demain, non seulement il redresse, mais en plus avec pénalité, donc il y a un risque encore plus important. Et là, ça peut faire un peu mal. Lui, typiquement, je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais il y a un risque. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, comment ça se déclenche un contrôle de l'administration fiscale? C'est du hasard, quand tes déclarations elles sont pas forcément très cohérentes que ça déclenche. Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs sujets. À partir du moment où on fait tenir sa comptabilité par un expert comptable, je pense qu'on minimise le risque de contrôle. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a peu de contrôle sur nos dossiers, puisque d'une façon générale, l'administration fiscale, manquant de moyens, elle va aller chercher là où elle a le plus de chances de retoquer. Donc déjà sur les dossiers avec expert comptable, il y a peu de contrôle. Nous aujourd'hui, on propose en plus à tous nos clients d'adhérer à un centre de gestion agréé. D'accord. Le centre de gestion agréé permet de récupérer en fait les 2/3 des honoraires comptables sous forme de réduction d'impôt. Donc en fait, quand nos clients adhèrent à un centre de gestion agréé, globalement, il ne leur reste plus qu'un tiers des coûts comptables à charge. Donc ça leur permet d'avoir déjà une solution comptable beaucoup plus basse en termes de prix. Et en plus, le fait que le dossier soit de nouveau contrôlé par un organisme indépendant fait que ça minimise encore plus le risque de contrôle. Donc aujourd'hui, nous, à notre niveau, on n'a quasiment pas de contrôle sur nos dossiers. Après, tout ce qui peut déclencher des contrôles, c'est plus ces dossiers qui vont être assujettis à TVA. L'administration fiscale est beaucoup plus regardante sur les dossiers à TVA. Tout ce qui va être plus-value, vente de biens, ainsi de suite, où en fait, dès qu'il se passe des choses un petit peu atypiques, forcément. Et puis, il y a quand même
à côté de ça, des contrôles de plus en plus aléatoires de l'administration, et l'administration a aussi de plus en plus de facilité à recouper toutes les informations. Ouais. On le voit bien, notamment par le biais notamment de Airbnb, Ouais. où aujourd'hui tous les chiffres saisonniers sont systématiquement communiqués à l'administration fiscale. Ok. Euh, du coup, typiquement, aujourd'hui, moi, je veux passer par Contacom avec le CGA et donc avec le coût aussi du CGA. Globalement, sur l'année, ça me coûte combien de passer chez Contacom? Avec le CGA, ça va coûter moins de 200 euros par an. 200 euros par an? Ok. Sachant que c'est déductible aussi. Alors, voilà, ça va coûter, globalement, nous aujourd'hui, nos tarifs commencent à 450 euros. Ok. L'adhésion CGA va coûter 90 euros supplémentaires. Et l'ensemble des 450 plus 90 vont être récupérables à hauteur de 2/3 sous forme de réduction d'impôt. Donc, il ne restera plus qu'un tiers à charge. Et ce un tiers à charge va passer en charge du bilan. Et donc, sera autant d'impôts en moins, puisque ça permettra d'autant plus de ramener le résultat à zéro. Ouais. Donc, pour aller à moins de 200 euros, c'est vrai qu'on a une vraie tranquillité d'esprit avec l'administration fiscale. C'est quand même agréable. Ouais, c'est pas mal. Ok. Comment tu vois l'arrivée de gros acteurs un peu start-up dans ce secteur-là? On sait qu'il y a Legal Place qui se met sur de la comptabilité en ligne, Legal Start aussi, les gros aussi de la comptabilité en ligne, mais qui normalement font de la compta plus générale, comme Indie, Dougs, qui arrivent sur le secteur de l'immobilier. Comment tu vois, de quel œil tu vois leur arrivée? On les regarde. J'imagine. Après, voilà, c'est toujours pareil. Moi, je reste quand même assez sceptique sur une solution 100% en ligne, 100% autonome. Dans le sens où c'est très bien sur de la récurrence, parce que finalement, il y a peu de risques d'erreur. C'est plus que c'est des outils qui ne sont pas capables en fait de détecter tous les seuils d'alerte, toutes les problématiques. À titre d'exemple, l'année dernière, en faisant ma déclaration de revenus, je la fais tous les ans, je pense que je suis suffisamment apte à la faire, et j'avais quelque chose d'un peu plus atypique. Et là, je me dis, je vais quand même demander à une collègue, et si je n'avais pas demandé, j'aurais mal fait sur ma propre déclaration de revenus, tout simplement parce que c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. J'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les tutoriels. Pour autant, effectivement, c'était bien déclaré, mais dans la mauvaise case. Ok. Donc il n'y avait pas de risque. Ça ne changeait pas mon impôt, mais c'était pas du tout, pas fait comme il fallait faire. Alors après, derrière, globalement, ça n'avait pas de conséquences. Sauf qu'effectivement, qu'est-ce qui empêche l'administration fiscale de faire un contrôle? Et puis une fois qu'elle fait un contrôle, pourquoi elle ne va pas aller contrôler encore plus? C'est ça. Donc c'est toujours ce sujet-là, moi, qui me gêne aujourd'hui. C'est que je le vois bien, même au sein de mes collaborateurs, tous ne sont pas experts comptables. Mais pour beaucoup, qui sont de simples comptables, et il n'y a rien de péjoratif, quand ils discutent avec d'autres experts comptables lors d'interventions, ils ont une connaissance de l'immobilier bien supérieure, parce que c'est leur quotidien. Et c'est là où, à un moment, l'humain ne remplacera jamais la machine. Il y a beaucoup de développement. Quand on voit, par exemple, on peut comparer ça aussi aux visites médicales à distance, où maintenant, effectivement, l'outil, c'est vrai qu'il est capable, sur des choses très basiques, de bien faire une bonne recommandation. Globalement, si c'est une grippe ou si c'est un gros rhume, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, effectivement, c'est bien quand on va chez son médecin généraliste et qu'à un moment il sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal, lui va creuser et d'un seul coup il va détecter qu'effectivement sous des formes très simples il y a quelque chose d'important. Et c'est ça qui me gêne toujours dans les solutions 100% en ligne, c'est qu'il n'y a pas cette expertise et ce regard d'accompagnement. Et du coup, comment tu vois l'arrivée de l'IA? Parce qu'on sait... on entend souvent que la comptabilité, ça peut justement être un marché qui peut être complètement disrupté par l'intelligence artificielle. On a l'impression que ça peut bien s'adapter. Comment tu vois ça? Est-ce que chez Contacom, vous commencez à essayer de trouver des solutions pour peut-être juste pas remplacer vos comptables, mais en tout cas les aider dans leur métier? Alors chez Contacom, ça je ne l'ai pas évoqué depuis le début de cet échange, mais on a notre propre outil. Donc aujourd'hui, en fait, notre logiciel sur lequel on s'appuie, ce n'est pas une solution marché, c'est un outil qui s'appelle Bliz et qui est notre propre outil et donc qui évolue aussi au quotidien. L'IA, c'est un vrai sujet parce que l'IA, effectivement, elle a cette capacité à être force de proposition.
Et c'est clair que sur certains aspects, elle va remplacer en fait le collaborateur de saisie dans le sens où elle va être capable de dire cette facture dans 99,9% des cases on le range à tel endroit. Alors soit on dit à l'IA tu la ranges toute seule, soit elle dit est-ce que je la range là, et le collaborateur fait ok, ça c'est un vrai sujet, est-ce qu'on la laisse faire ou est-ce qu'on continue de contrôler. C'est clair que ça va permettre de gagner des gains de productivité sur la saisie simple. Par contre, ça va dire effectivement que les collaborateurs vont aussi monter en compétences et apporter une expertise justement sur des sujets beaucoup plus intéressants qui sont le traitement de tout ce qui est atypique et puis l'accompagnement du client. Mais c'est un vrai sujet. Ouais. Ok. On en profite aussi de t'avoir pour poser les questions qu'on se pose à titre personnel. Est-ce que tu vois chez Contacom, est-ce que vous voyez des grandes tendances pour la fiscalité et la comptabilité en 2024, des réglementations qui vont changer? Enfin voilà, c'est quoi les grosses tendances pour toi? Ouais, on le suit au quotidien parce qu'effectivement c'est important pour nous et pour nos clients. Un des grands changements pour l'instant, c'est effectivement sur tout ce qui est location saisonnière. On voit bien qu'effectivement la location saisonnière est dans le collimateur du gouvernement. Parfois pour des bonnes raisons, parce qu'effectivement il y a des villes où ça devient vraiment compliqué de se loger. Après, moi ce qui me gêne toujours, c'est que les décisions sont des fois prises un peu à la va-vite et par des gens qui ne sont pas forcément spécialistes, mais on sent bien que sur la location saisonnière, il y a pas mal de choses qui se passent. Sur le reste, pour l'instant, je croise les doigts, mais effectivement, le marché de la location meublée reste un marché porteur, et même s'il peut être raboté plus ou moins progressivement, ça restera malgré tout un des meilleurs investissements, d'une parce que la fiscalité est quand même très intéressante, et puis au-delà de ça, aussi parce que ça répond à un vrai besoin. Et c'est aussi pour ça que je suis confiant dans l'avenir, dans le sens où à un moment, faut pas se tromper de problème. Le problème, effectivement, c'est de loger les gens, d'aller tout le temps attaquer les investisseurs. Ben, il n'y aura plus d'investisseurs, et s'il n'y a plus d'investisseurs, il n'y a plus de logement. On le voit bien avec le sujet des passoires thermiques, par exemple, où il y a des villes. Moi, je ne suis pas loin de Rennes. Rennes, où c'était déjà une ville compliquée pour se meubler. La règle sur les passoires thermiques, qui sont plutôt quelque chose de positif, quelque part, pour effectivement améliorer l'habitat, font qu'il y a plein d'appartements qui sont sortis du parc locatif, et qui fait qu'il y a encore plus d'étudiants qui ont du mal à se loger. Donc, il y a un moment, arrêtons, prenons les bonnes décisions. Il y a besoin d'investisseurs, il y a besoin d'immobilier. Et la location meublée, avant d'être un régime fiscal intéressant, ça répond à un besoin avant tout de logement pour les étudiants, pour les personnes en mutation et ainsi de suite. Parce que récemment, il y a eu aussi un petit coup de chaud sur le LMNP avec potentiellement la plus-value, enfin le calcul de la plus-value qui allait être différent, donc les amortissements allaient être pris en compte. Comment vous avez vu ça chez Contacom? On a suivi ça au quotidien. Après, il y a toujours l'idée qui est lancée et finalement la façon dont c'est mis en œuvre. Donc, faut pas s'inquiéter outre mesure. Après, effectivement, le fait que les amortissements soient réintégrés, ça rend l'investissement en location meublée un petit peu moins intéressant. Pour autant, aujourd'hui, et je le fais un petit peu de façon volontaire, et aujourd'hui, les SCI à l'IS sont un système dans lequel les amortissements sont réintégrés à la sortie. Si c'était si catastrophique, il n'y aurait pas autant de gens à faire des SCI et l'IS. Et quand on regarde toute la littérature sur Internet où tout le monde dit « Allez-y, faites des SCI et l'IS, faites des SCI et l'IS, il faut faire des SCI et l'IS, c'est génial », si demain, les amortissements se retrouvaient réintégrés dans le cadre du LMNP, ça resterait encore plus intéressant que les SCI et l'IS parce que la fiscalité n'est pas la même. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de tous les régimes fiscaux qui existent dans l'immobilier? Voilà, je suis un nouveau investisseur, je vais acheter un bien. C'est quoi toutes les possibilités que j'ai pour mes régimes fiscaux? Et est-ce que tu peux guider un petit peu sur ce qui te semble le mieux? Je vais essayer de faire assez simple. Globalement, il n'y en a que deux. Les revenus fonciers, donc pour tout ce qui est location nue, les revenus BIC pour tout ce qui est location meublée. Dans les revenus fonciers ou dans les revenus BIC d'ailleurs, on va pouvoir opter soit pour le régime réel, soit pour le régime micro.
Donc le régime micro, c'est le principe d'un abattement forfaitaire, comme quand on fait sa déclaration de revenus, on dit charge, je prends les charges, les frais réels à 10% et ça abat automatiquement de 10%. Donc ça existe pour les deux. Pour le foncier, ça va être 30%. Pour le meublé, 50 et 71. Et il y a ce fameux taux de 71 qui risque effectivement de disparaître. C'est ce qui fait que déjà que la location meublée est plus intéressante que les revenus fonciers. Et puis après, le régime réel, où là, pour le coup, on va déduire toutes les charges réelles. Et ce qui fait la différence entre les revenus fonciers et la location meublée, c'est qu'en revenus fonciers, on va pouvoir déduire tout ce qui est charges réelles, mais uniquement, alors qu'en meublé, on va pouvoir déduire cette fameuse charge d'amortissement qui va faire que dans une majorité des cas, j'aurai un résultat zéro. Après, tout ce qui est fiscalité d'entreprise, type, sous format entreprise, que ce soit des SCI à l'IS, que ce soit de la SARL de famille, que ce soit de la SAS, de l'URL ou ainsi de suite, globalement, on va être sur des formats société ou société civile, mais le principe sera toujours le même, c'est qu'en fait, on pratiquera une comptabilité au réel avec cette capacité d'amortir. Donc globalement, entre tout ce qui est société ou LMNP, la comptabilité est la même. Ce qui change, c'est à la sortie le traitement des amortissements qui ne sont pas gérés de la même façon et les plus-values qui ne sont pas gérées de la même façon. Comment tu conseillerais quelqu'un qui hésite entre différents régimes fiscaux ? Alors nous, on a un adage chez Contacom, ça ne sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple. Souvent, et ça me faisait rire, je lisais pas si longtemps que ça un article blog où l'auteur me faisait rire en disant, il parlait justement de tout ce qui était SCI, montage holding, ainsi de suite. Et il concluait en disant, alors soit je suis pas intelligent et j'ai pas compris l'intérêt, ou soit je suis trop intelligent et j'ai compris que ça n'avait pas d'intérêt. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que ça sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple. L'avantage de la simplicité, c'est que ça va coûter beaucoup moins cher et c'est souvent très efficace. Après, des formats type société, SARL de famille ou SCI, c'est qu'il y a aussi un besoin d'optimisation, notamment dans un sujet de transmission aux enfants. Donc, globalement, le LMNP ou le LMP, parce que les deux sujets pour moi sont très intéressants, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Okay. Si on va sur des formats sociétés, c'est qu'il y a d'autres intérêts. La SCI à l'IS, par exemple, peut être très intéressante pour des gens qui sont en revenus fonciers, parce qu'en revenus fonciers, on l'a vu, c'est soit abattement de 30%, soit charge réelle, mais globalement, c'est-à-dire que je vais quand même être imposé sur une grosse partie de mes loyers. Le fait de mettre des biens nus dans une SCI à l'IS va me permettre d'amortir, ce que je ne pourrais pas faire normalement, et va me permettre de ne pas payer d'impôts. Alors je diffère le problème à plus tard, mais c'est toujours mieux de payer les impôts le plus tard possible. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'on peut faire nous dans l'accompagnement de nos clients, essayer de trouver le format le plus intéressant pour eux, mais souvent la simplicité c'est quand même ce qui est le mieux. Ok. Dans le vrai faux, tu disais que tu as répondu vrai au fait que la location nue était le pire régime fiscal. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et expliquer pourquoi il y a quand même des gens finalement qui font de la location nue ? C'est un régime qui existe, qui est utilisé. Qu'est-ce qui quand même est intéressant pour les gens qui le font ? J'avais pas le choix entre vrai et faux, donc déjà... C'est pour ça que je te permets de développer un petit peu. Alors pourquoi on dit que c'est le pire ? C'est celui qui est le plus taxé aujourd'hui. Tout simplement, si j'illustre ce que je disais tout à l'heure, imaginons que j'ai 100 € de loyer et si je déduis toutes mes charges de copro, mes intérêts d'emprunt, j'ai 40, ça veut dire qu'effectivement, je vais être imposé sur 60% de mes loyers. Et ça, que j'ai un crédit ou que je n'ai pas de crédit. C'est souvent ça le problème, c'est que les gens aujourd'hui confondent les charges avec le remboursement d'emprunt. Le remboursement d'emprunt n'est pas une charge pour l'administration fiscale. Seuls les intérêts d'emprunt sont déductibles. Ce qui fait que si effectivement j'ai un loyer à 100 et un crédit à 100 en face, j'en fais une opération blanche financièrement parlant, mais d'un point de vue comptable ou déclaration auprès de l'administration, je vais déduire que mes intérêts. Ça veut dire que je vais payer des impôts sur les 60 restants, alors que finalement, je n'ai pas la trésor. Donc je paye des impôts sur de la trésor que je n'ai pas. L'avantage de la location meublée, c'est que le fait d'amortir permet d'avoir un résultat zéro. Donc en fait, à partir du moment où je fais une opération blanche, j'ai pas de mauvaise surprise en fin d'année. C'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, voilà, quand je monte mon projet, je sais que je peux avoir un loyer à 1000, je sais que mon remboursement de crédit sera à 900. Globalement, je sais que ça veut dire que tous les mois, il faut que je sorte 100 de ma poche pour faire une opération équilibrée. Si je suis en location meublée, en fin d'année, je n'aurai pas de mauvaise surprise, je n'ai pas d'impôt. Donc au moins, j'ai sorti 100 tous les mois et c'est fini. En revenu foncier, les gens
oublient qu'ils vont payer de l'impôt sur, leur loyer. Et si en fin d'année, on vous dit, voilà, il faut repayer 3 ou 4 000 euros d'impôts, cela, il faut les ressortir. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que les revenus fonciers sont fortement taxés. Ok. Ce qui est tout à fait vrai aujourd'hui. Après, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut éventuellement les mettre dans une SCLIS, ce qui fait que comme ça, on pourra amortir et on pourra ne pas payer d'impôts. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, et pourquoi les gens font autant de revenus fonciers aussi, c'est qu'à un moment, au-delà de l'aspect fiscal, et ça c'est quelque chose qui pour moi est très important, il ne faut pas oublier que quand on investit dans un bien, on investit avant tout dans de l'immobilier. Donc, faut aussi penser à la revente. Et puis, faut penser à la demande. Effectivement, si j'achète un studio, il y a de fortes chances qu'en louant meublé, je vais le louer beaucoup plus facilement parce que je vais toucher une clientèle d'étudiants. Si j'achète un F5, un F5 meublé, ça va intéresser peu de monde. Le seul moyen de le louer, c'est en colocation. Et si je fais de la colocation, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de gestion, ça veut dire plus d'entrants et sortants. Ça veut dire qu'à un moment, si je m'adresse à une clientèle de famille, ils vont vouloir impérativement arriver dans un local vide, puisque par définition, une famille, quand elle se déplace avec ses meubles. Et aujourd'hui, il y a quand même une partie des gens, au niveau national, qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas en mutation professionnelle, et qui ne sont pas propriétaires. Et ces gens-là, il faut bien qu'ils se logent. Donc il y a forcément un marché qui correspond à une population qui cherche des biens en nu. Et donc à un moment, vaut mieux louer en nu et être sûr de louer et quelque part payer un peu d'impôts. Il y a des villes où malheureusement, quelque part, j'ai envie de dire, tous les propriétaires se sont dit, tous les appartements à 5 ou 6 chambres que je loue en nu et sur lequel je paye beaucoup d'impôts, je vais les passer en coloc, comme ça je vais être en meublé, je vais plus payer d'impôts. Mais si tous les apparts se transforment en coloc, on se retrouve avec des colocs vides, vaut mieux payer un peu d'impôts que d'avoir un appartement qui est vide, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est super intéressant de voir qu'en fait, il n'y a pas forcément un régime fiscal qui est bon à chaque fois. Ça dépend à chaque fois de la stratégie, ça dépend de la personne, même de ses revenus, les revenus fonciers du TMI, voilà, donc ça dépend à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. On va passer à des petites questions un peu plus techniques. On va aller un peu plus loin dans la comptabilité. Par exemple, on a une question, c'est quoi la différence majeure entre une SARL de famille et une SCI? Je sais que ça peut intéresser beaucoup de gens. Dans le concept, c'est à peu près la même chose. D'accord. Quand on va aller sur des SARL de famille ou des SCI, c'est vrai et faux. La SCI, alors la SCLIR, j'oublie, dans le sens où la SCLIR, elle n'a pas d'intérêt fiscal. D'accord. Quand on fait une SCLIR, c'est juste qu'on a envie de donner un cadre juridique dans le cadre d'une transmission. Typiquement, on a une maison de famille. Demain, on a envie que le jour où on décède, l'héritage se passe bien. On va la mettre dans une SCI, comme ça on va mettre un cadre juridique et on sait que ça se passera bien. Donc la SCLIR, elle n'a pas d'intérêt fiscal, elle permet juste de mettre un cadre juridique. La SCLIS, elle, comme elle permet d'amortir, va permettre, soit dans le cadre de biens nus, de pouvoir limiter la fiscalité et de la reporter à plus tard. Donc ça c'est intéressant, notamment si on est sur des TMI assez élevés, parce que quand on est sur une TMI à 40 par exemple, ça veut dire qu'à un moment, si je prenais mon exemple tout à l'heure, si j'ai 100 et que j'ai à peu près 40 de charges, il me reste 60, si je suis à une TMI de 40 plus la CSG à 17,2, globalement le reste c'est mes impôts. Donc en fait je suis en train de travailler pour rien. Donc le fait de le mettre dans une SCI à l'IS va permettre de différer le problème. Ça va permettre aussi, à partir du moment où on n'a pas de capacité en fait de remettre au bout tous les mois, de se dire je peux aller sur un projet que j'aurais pas pu faire si tous les mois je devais payer l'impôt en l'occurrence. Donc oui on en paiera plus tard, mais au moins on se crée un patrimoine. La SCI, elle permet aussi le démembrement et la transmission. Et c'est là où elle va être assez proche, pour le coup, de la SARL de famille, puisque la SARL de famille n'a pas d'autre intérêt que cette logique de transmission et de démembrement et de transmission à ses enfants. Simplement, en fait, le sujet derrière, c'est que l'amortissement, c'est la possibilité de d'étaler en fait à la charge sur de nombreuses années. Pour amortir un bien, faut en être propriétaire. À partir du moment où on démembre, on n'est plus propriétaire du bien, on est usufruitier.
Et donc en fait, on ne peut plus amortir de la même façon. Et c'est beaucoup un bien démembré dans un LMNP, c'est beaucoup moins d'amortissement qu'un bien classique. Le fait de le mettre dans une société type SCI ou SARL, finalement la SCI ou la SARL sont pleins propriétaires du bien, ce sont les parts qui sont démembrées. D'accord. Et là en fait, on va vraiment optimiser sa transmission. Ok. Donc c'est plus pour les gros patrimoines, en D'accord. l'occurrence. Ok, très clair. On va aller sur un autre point, notamment quand on crée une société. Il y a cette question où voilà, je vais mettre un apport dans la société pour acheter un bien. Est-ce que c'est pas plus intéressant, au lieu de tout mettre au capital de la société, de mettre un petit capital et de mettre tout le reste en compte courant d'associé, donc en fait de prêter de l'argent à la société pour ensuite se rembourser sans payer d'impôts, sans passer par la case IS ou sans passer par la case 30% de dividendes. C'est souvent ce qu'on va préconiser aux clients. D'accord. Parce que, alors, effectivement, il y a la case IS et la case dividende, notamment la case dividende. Pour pouvoir distribuer des dividendes, il faut avoir du résultat. Et comme par définition, le fait d'amortir permet de ne pas avoir de résultat comptable, on peut se retrouver avec une SCI qui a de la trésorerie, mais qui, comptablement parlant, n'a pas de bénéfice et donc n'a pas la possibilité de distribuer des dividendes. Donc c'est quand même frustrant. Donc le fait d'avoir du compte courant permet de sortir de la trésorerie sans fiscalité et puis de récupérer au fur et à mesure l'argent qu'on investit. Donc c'est souvent ce qu'on recommande. Après, c'est de trouver où est le bon niveau entre ce qu'on met en compte courant et ce qu'on va mettre en capital. Il n'y a pas de bonne stratégie. Ça va être du cas par cas en fonction aussi de ce que souhaite en fait l'investisseur. D'accord. Typiquement, si effectivement on est dans une logique de transmission et que les parents qui sont dans la SCI ont quand même besoin de récupérer une partie du cash pour se faire un complément de retraite. Il vaut mieux avoir un gros compte courant, ça va leur permettre au fur et à mesure de récupérer leur apport et de se faire ce complément de retraite. Si ils ont finalement ce qu'il faut et pas besoin de récupérer, ce qu'ils vont récupérer, ils n'en ont pas besoin. Donc, ils n'en ont pas besoin, ils vont le placer. Ils vont le placer, ça va rapporter des intérêts. Et le jour où ils transmettront à leurs enfants, ce sera encore plus de droits de succession. Donc, à la rigueur, dans un cadre comme ça, il vaut mieux pas avoir de trop et s'arranger pour que ce soit déjà le plus transmis possible aux enfants. Donc, il n'y a pas de bonne logique. Mais en général, il vaut mieux quand même se garder du compte courant. Ouais, dans cette interview, on essaie de s'adresser à tout le monde, donc on va aussi essayer de s'adresser aux personnes les plus téméraires qui veulent faire leurs calculs tout seuls et leur comptabilité tout seul, même si on sait que c'est pas forcément, enfin comme tu l'as dit, la meilleure solution. Ce serait quoi pour toi l'erreur principale que les gens font dans le calcul de l'amortissement ? Tu l'as dit, c'est une des sources d'erreurs les plus importantes. Et comment tu conseillerais les gens pour éviter de faire ces erreurs ? On a mis sur notre site un petit simulateur d'amortissement. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que les règles que nous impose l'administration fiscale sont assez larges. Globalement, un amortissement, pour qu'il soit bien fait, il doit être fait par composante. D'accord. C'est-à-dire que si j'ai acheté un appartement qui vaut 100 000 euros, j'amortis pas 100 000 je fais pas 100 000 divisé par 20 et ça me fait mon amortissement. Ça, c'était tel qu'on le faisait il y a 30 ans en arrière. Sur les 100 000, il y a une part terrain qui n'est pas amortissable. Alors, c'est déjà la première difficulté, c'est que si j'achète une maison, je sais à peu près combien vaut le terrain du reste de la maison. Si j'achète un appartement dans Paris, quelle est la valeur du terrain ? C'est compliqué. Alors, les clients vont dire, non, mais il n'y a pas de terrain. Oui, il n'y a pas de terrain, mais l'immeuble est sur un terrain, donc il y a bien un bout de terrain. Donc, quelle est cette part de terrain que j'estime ? Et là, c'est souvent sujet à rediscussion de l'administration fiscale, en disant c'est trop ou trop bas. Donc déjà, on va supposer qu'on est sur 20% de code par terrain, donc ça veut dire que les 80 restants, c'est ce que je vais pouvoir amortir. Dans ces 80, il va y avoir une partie qui va être le gros œuvre, une partie qui va être les installations électriques. Donc on dit, ben voilà, sur les 100 000, je considère que la toiture, ça représente 20 000. Donc c'est comment je divise les sous-catégories. Et ça, l'administration fiscale nous donne des règles, mais en nous disant, par exemple, la toiture, c'est entre 5 et 20%. L'électricité, c'est entre 10 et 40. Alors, en fonction d'où on met le curseur, les calculs vont être complètement différents. Et après, chaque composante a une durée d'amortissement différente. Donc, on va nous dire, par exemple,
telle composante, elle doit être amortie entre 10 et 30 ans. Telle composante, elle doit être amortie entre 20 et 50 ans. Et c'est là, en fait, où chacun fait comme il le souhaite. Et notre fichier Excel permet de mettre le curseur là où on veut, sur les composantes et sur les durées. Et on s'aperçoit que sur un même bien, à 100 000 euros, je peux très bien... alors, je ne sais pas, je n'ai pas en tête les chiffres, il ne faudrait pas que je dise de bêtises, mais globalement, ça peut très bien osciller entre 5 et 15 000 euros d'amortissement en fonction des choix qu'on va faire. Soit ça va être... au final, on aura bien amorti les 100 000, mais pas forcément sur la même durée et pas forcément dans les mêmes proportions. Et c'est là où tout le savoir-faire de l'expert comptable, c'est de mettre le curseur au bon endroit, à la fois pour que ce soit le plus optimisé pour le client et que derrière, l'administration fiscale, il ne trouve rien à redire. Je pense que c'est quand on a ce genre d'explication et qu'on écoute ça qu'on sait très vite où on se positionne, est-ce qu'on veut sous-traiter ou pas, quoi. Parce qu'il y en a qui, je pense, on a peut-être un peu perdu certaines personnes et c'est ces moments-là où je pense que c'est mieux de sous-traiter si on vous a perdu. On va parler aussi de ta carrière, on va dire, d'investisseur à titre personnel. On sait que tu investis aussi dans l'immobilier, donc c'est intéressant parce que du coup, tu utilises aussi la comptabilité. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu as fait en tant qu'investisseur, les projets que tu as fait? Alors, c'est comme toujours, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Je ne suis pas un gros investisseur, mais j'investis quand même. Moi, je n'ai pas voulu m'embêter. Donc aujourd'hui, j'investis dans la ville où j'habite et je fais du studio étudiant. Tout simplement parce qu'il y a une vraie demande. C'est pas chronophage et ça fonctionne bien, quoi. Ok, ouais, ça marche. Et t'as combien de... Enfin, si t'as un chiffre... J'en ai 3 aujourd'hui. Ok, trop bien. Tu comptes continuer là-dedans ou... En fait, je regarde. Je suis toujours... je regarde ce qui se passe sur le marché. Aujourd'hui, c'est plus un achat d'opportunité plus qu'une vraie stratégie. D'accord. Mais si effectivement je vois des biens qui me plaisent, qui me semblent bien en termes de prix, j'y vais. Ok. Tu t'es lancé à combien de temps? Enfin, ton premier projet, ça va faire 3 ans maintenant. Ok, d'accord. C'est récent. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris, on va dire, depuis que tu as commencé à investir? Ce qui m'inquiétait le plus, c'était le fait de se dire si j'investis et que j'arrive pas à louer. Ouais. Et ça, je pense que c'est la crainte de tous les investisseurs en disant mais si j'arrive pas à louer, comment ça va se passer, quoi. Il y a un prêt, il y a des prêts, il y a tout ça. Donc il faut absolument que ce soit loué. Comment ça va se passer si mon locataire il part en cours d'année, ainsi de suite. Donc c'était cette inquiétude. Après, c'est là où quand on fait un investissement immobilier, il ne faut pas le regarder d'abord par le prisme fiscal, mais bien de s'assurer qu'il y a une demande. Ouais. Et d'être capable de la gérer. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix d'investir dans la ville où j'étais, parce que j'ai pas envie d'être une fois ou 2 fois par an obligé d'aller me déplacer pour retrouver des locataires quand il y a un changement. J'ai pas envie, s'il y a une petite fuite d'eau, d'être obligé d'appeler un plombier parce que ça va, sans avoir pu aller voir en tout cas. Donc aujourd'hui, moi, quand il y a un besoin, je me déplace, je suis à côté. Si je peux réparer, je répare. Si je peux pas réparer, je fais intervenir un professionnel. Mais c'est plus facile quand on est à côté. Et mon inquiétude était là, de se dire, est-ce que je vais trouver? Finalement, j'ai été vite rassuré dans le sens où quand on a un produit qui correspond à la demande, le problème, c'est pas de trouver un locataire, c'est plutôt de le choisir. Parce que quand vous mettez l'annonce et que vous avez 30 appels pour la première journée, on dit, mais comment je vais choisir parmi les 30? Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Comment tu as validé la demande sur ton marché? Et après, comment tu choisis ton locataire idéal? La demande, justement, c'est le fait de... C'est pour ça que localement, on connaît bien son marché. C'est mon grand-père. Du coup, comment tu as vérifié la demande sur ton marché et comment, du coup, tu choisis ton locataire idéal? C'est là où, quand on est sur une ville qu'on connaît bien, on sait en fait à quoi correspond la demande. Je sais que sur Laval, où j'habite, il y a des besoins en termes d'appartements étudiants. Il y avait aussi une possibilité de colocation, par exemple. La colocation, je ne voulais pas y aller parce que c'est un peu plus contraignant. Donc, je n'avais pas forcément envie d'y aller. Le logement étudiant, du coup, fallait trouver ce qui pouvait me plaire et à mon tarif
et dans une zone aussi où quelque part ça va être attractif pour les étudiants. Donc là, notamment j'ai des appartements qui sont à côté des écoles, donc ça c'est nickel. Et après le choix de comment dirais-je du candidat, c'est souvent compliqué. Quand on en a beaucoup, moi je sais qu'à un moment quand j'arrive, voilà, quand je commence à avoir une quinzaine de dossiers, j'arrête, je me dis c'est pas la peine d'aller plus loin. Et après, je suis quelqu'un qui fonctionne encore beaucoup au feeling. D'accord. Idéalement, plus un locataire reste longtemps, et plus moi c'est de souci. Ouais, clairement. Donc je pourrais louer l'appartement plus cher. J'ai fait le choix d'être dans le prix moyen du marché. Parce que quelque part, je me dis s'il est content, c'est pas le prix qui le fera partir. Donc il va rester 3 ans ou 4 ans le temps de ses études. Donc ça c'est un choix que j'ai fait par exemple. Je perds un petit peu, je pourrais louer plus cher, mais au moins mes locataires restent tout le temps, toute la durée de leurs études. Et après je l'ai fait beaucoup au feeling par rapport à l'échange qu'on a eu. C'est pas forcément les dossiers avec les meilleurs garants par exemple que j'ai pris, mais j'ai jamais eu de soucis. Les locataires m'ont toujours rendu les appartements dans un état exceptionnel et ils sont toujours restés pendant toute la durée de leurs études. Donc finalement je me suis pas trop trompé, quoi. Ouais. Et pour revenir rapidement un petit peu sur la demande, tu t'es dit, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants à Laval, t'as regardé un petit peu Est-ce que tu as regardé le nombre d'offres qu'il y avait? Tu t'es dit, bon, il n'y a quand même pas tant que ça d'offres face au nombre d'investisseurs. Est-ce que tu as regardé des statistiques sur la ville? Enfin voilà, comment ou juste, vu que tu vis, tu t'es rendu compte de ce besoin? C'est plus comme je vis. C'est là où par contre ce genre de questions, il faut se la poser quand on va investir dans des villes qu'on connaît moins bien. De connaître la demande, et au-delà de connaître la demande, de connaître aussi la ville en tant que telle. Je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec un investisseur qui avait fait une colocation. Elle était vraiment chouette quand on voyait les photos, c'était vraiment joli ce qu'il avait fait. Il avait investi dans une ville qu'il ne connaissait pas. Il s'était juste en fait trompé de quartier. Et du coup, le problème c'est que quelque part, c'était tellement beau que quand les gens arrivaient dans la ville et qu'ils voyaient les annonces, il arrivait assez facilement à louer parce que c'était vraiment chouette ce qu'il avait fait. Mais quand les gens vivaient dans la ville, en fait, ils ne restaient pas parce que le quartier était mal desservi. C'était un quartier où il n'y avait pas de vie finalement. Et finalement, pour un tarif à peu près similaire, les gens trouvaient des appartements mieux situés. Et donc, en fait, il avait un turnover assez conséquent parce qu'il avait investi dans une ville qu'il ne connaissait pas bien, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme rendement à Laval? Toi, sur les studios étudiants, c'est quoi un peu les rendements que tu vas chercher? Les rendements sont divers et variés. Moi, je considère qu'à partir du moment où on est sur un rendement autour de 6%, c'est déjà des rendements bien. On peut avoir des rendements bien meilleurs si on va sur de la coloc. On peut avoir des rendements encore meilleurs si on va, par exemple, sur du saisonnier. Après, il faut regarder un rendement. Ça, c'est des rendements bruts, en fait, ce que je donne. Si on investit sur Paris, globalement, si déjà on a un rendement à 4%, ça doit être pas mal, voire un petit peu moins. Donc, effectivement, un rendement brut, on se dit, si on me propose entre 3 et 10, moi je vais prendre 10, comme tout le monde. Après, il faut regarder le rendement net, c'est-à-dire, moi c'est quelque chose sur lequel je suis toujours sensible, les charges de copropriété. On a notamment des investisseurs qui ont eu un petit peu de déconvenus avec l'augmentation des comment dirais-je, de l'électricité. Quand on a un appartement qu'on loue, je ne sais pas, 500 € avec 200 € de charges de copropriété, refacturé au locataire parce que c'est l'EDF, et que du jour au lendemain, ça passe à 400, l'appartement il devient compliqué à louer. Donc je regarde toujours rendement brut, rendement net, donc effectivement toutes les charges, les vacances locatives, parce qu'effectivement si on a un appartement qui est toujours vide, finalement le rendement brut il est beaucoup moins intéressant. Les perspectives de revente, quand on parlait de Paris, les rendements ne sont pas bons, mais c'est des produits à plus-value. Là, le client que j'évoquais tout de suite sur sa coloc, le jour où il revendra son appart, si déjà il le revend le prix qu'il l'a acheté avec les travaux, ce sera déjà une belle opération. Et à mon avis, il n'arrivera jamais à le revendre le prix qu'il a eu au final. Alors, il a un rendement qui est bon, mais des perspectives de revente moins intéressantes. Et pareil, sur le saisonnier, forcément que les rendements sont plus élevés, mais soit vous gérez tout par vous-même, et ça veut dire être d'accord pour aller toutes les semaines ou tous les jours, aller changer les draps, faire le ménage, et tout ce temps-là, quelque part, il faut qu'il soit rémunéré, donc effectivement, heureusement qu'il y a un rendement plus intéressant. Soit vous déléguez,
Et si vous déléguez, globalement, les rendements ils vont redescendre parce qu'il y a à peu près un tiers qui va repartir et donc on va se retrouver avec des rendements qui vont être autour de 7 ou 8%. Quoi. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un primo-investisseur qui veut se lancer pour éviter des erreurs potentiellement ou trouver un bien rentable? Justement, de ne pas se focaliser uniquement sur le rendement brut, de regarder le projet au global, donc à la fois sur le rendement, sur les perspectives de revente, être bien sûr de ce qu'il veut faire, parce qu'effectivement, le saisonnier, la colocation par exemple, c'est quand même beaucoup plus chronophage. S'il y a des besoins, globalement sur du studio, pour moi c'est un produit sans risque, studio étudiant, parce que je ne connais pas une ville en France où les étudiants n'ont pas du mal à se loger. Okay. Donc ça c'est des produits sans risque. Après sur le reste, sur du saisonnier, il y a aussi des produits intéressants. Ça devient un peu plus compliqué parce que les villes aussi resserrent un petit peu l'activité saisonnière. Le bon produit, c'est le studio. Alors, c'est des produits plus chers à l'achat, mais c'est des produits avec des bons taux de remplissage, des rentabilités correctes, et puis c'est des produits qui se revendront toujours bien aussi. Quoi. Ouais, c'est un produit avec une belle tranquillité d'esprit. Ouais. Ok. Comment tu fais pour optimiser au mieux la fiscalité de tes investissements en tant que, que gérant d'une société de comptabilité? Qu'est-ce que tu as mis en place? Il n'y a pas... ce que je fais, pour tous les achats, ce que je fais vraiment attention, c'est effectivement les charges. Les charges de copro, ça c'est vraiment important. Après, en termes de fiscalité, moi je fais systématiquement de la location meublée, parce que c'est quand même celle qui est fiscalement le plus intéressant. Et puis après, je fais faire ma compta... à Comptacom, comme ça elle est bien faite, et c'est pas moi qui l'a fait, comme ça je suis sûr qu'elle sera bien faite aussi. Tu utilises Comptacom pour tes investissements. Ouais, et je la fais faire, parce que c'est toujours pareil, même si pour le coup je pense que je connais quand même bien mon sujet, on n'est jamais aussi bon que quand on fait faire par quelqu'un d'autre en fait, parce que s'auto-contrôler c'est pas forcément le meilleur principe à faire. Donc pour toi externaliser la comptabilité c'est la meilleure décision. Ouais. Ok. Et pour conclure, peut-être qu'on peut faire un petit point sur ta vision du marché en tant qu'investisseur, la complexité de se financer. Est-ce que ça t'inquiète? Toi qui as 3 biens à Laval, tu vois des prix qui vont peut-être baisser. Est-ce que tout ça t'inquiète? Oui et non. Il y avait une question au départ, c'était est-ce que c'est le bon moment pour investir? On pourrait dire c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. En même temps, pour un primo-investisseur, c'est toujours le bon moment parce que plus on attend et plus le temps passe. Donc à un moment, il faut se lancer. Donc il y a des moments où c'est plus facile, mais pour moi, c'est toujours le bon moment d'investir. Après, aujourd'hui, effectivement, les complexités qu'on va rencontrer, c'est l'emprunt. Ça devient compliqué en fait de pouvoir emprunter par rapport aux problématiques de taux d'endettement, par rapport aux taux aussi d'emprunt qui sont élevés. Après, de l'autre côté, le fait aussi que le marché se stabilise un petit peu, ça évite aussi toutes les surenchères qu'il y a pu avoir par le passé. Après, de toute façon, on voit bien que c'est des choses qui sont très fluctuantes. J'en discutais l'autre jour avec un collaborateur plus jeune que moi. On est passé de taux d'emprunt de 1 à 4%. On se dit 4% c'est haut. Moi, quand j'ai acheté ma première maison, ma première maison en l'occurrence, on était à 4,5 d'emprunt. Donc, c'est des choses qui existent. Et quand j'en discute avec mes parents, ils ont connu des taux d'emprunt à 7 ou 8%. Donc, c'est des choses qui évoluent. Il faut juste regarder effectivement le taux d'emprunt, mais le prix auquel on achète, et puis les perspectives aussi de se créer un patrimoine. Et plus on commence tôt, et mieux c'est en l'occurrence. Donc, ça, c'est le conseil que je donnerais. N'hésitez pas, allez-y, foncez. Et calculez bien votre projet parce qu'un bon investissement au bon endroit avec les bons locataires, c'est forcément sur le long terme quelque chose qui est intéressant. Moi j'ai mon grand-père qui était marchand de biens, lui qui a investi il y a très longtemps maintenant, et il me raconte toujours ses taux d'intérêt à 15%, et tu dis mais comment tu faisais de l'argent à cette époque-là? Mais bon, ça marchait aussi. Je pense que les rendements étaient aussi un peu plus élevés quand tu achetais un bien, mais bon, en tout cas c'est toujours intéressant de mettre en perspective. C'est clair, j'ai l'exemple aussi d'un client qui
sur lequel qu'on accompagne et sur lequel il y avait une très belle plus-value à la revente, on se dit, mais c'est chouette, quoi. Ouais. Il dit, oui, parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai acheté dans telle ville, c'était le quartier mal famé, Ouais. et tout le monde disait, mais faut pas y aller. Mm. Sauf qu'effectivement, il y a eu une réhabilitation, le quartier est devenu un petit peu bobo, entre parenthèses. Et ben aujourd'hui, tout le monde le jalouse, mais à l'époque, il fallait avoir le courage de le faire, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se lancer, il faut bien mesurer en fait les risques, mais à un moment, ça reste un pari, et comme tout pari, soit comme quand on parie sur un cheval, soit on prend un outsider avec effectivement une perspective de faire quelque chose de... Soit on joue la sécurité, le gain à l'arrivée sera peut-être moins important, mais pour autant, effectivement, on aura quand même un gain. C'est toujours le ratio risque-rendement, quoi. Exactement. C'est qu'il faut savoir gérer. Mais pour toi, par exemple, aujourd'hui, tu as investi, tu disais, un rendement brut à 6%, tu empruntes à 5%. Est-ce que pour toi, ça peut toujours être intéressant de faire ce genre d'opération ou finalement tu détruis de la valeur ? C'est là où c'est un vrai sujet, en fait. Globalement, sur les premières années, ça veut dire qu'effectivement, une grosse partie de ce qu'on récupère va être dans les remboursements d'emprunts, quoi. Ouais. Donc ça oblige en fait les investisseurs à se projeter sur du beaucoup plus long terme. Autant auparavant, quand on avait des bons rendements à 6 ou 7 avec des taux à 1%, même si on revendait au bout de 3-4 ans, globalement, ça valait le coup. Aujourd'hui, effectivement, compte tenu des taux d'intérêt, si on arrête à 5 ans, globalement, on va solder le prêt et on aura travaillé pour rien. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ça oblige à se projeter sur du plus long terme. Okay. Mais à partir du moment où on prévoit de garder le bien 10 ou 15 ans, pour moi, il n'y a pas de sujet. Hein. Ça reste des bons investissements, quoi. Ok. Super. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je te remercie d'avoir pris du temps, d'avoir échangé avec nous. C'était super intéressant. Je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin, peut-être. Un petit mot de la fin. Déjà, merci de m'avoir accueilli. J'espère avoir été suffisamment clair. Comme tu le disais, de temps en temps, ça semble un peu plus compliqué. J'essaie en même temps de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et en même temps, effectivement, il y a des sujets où on voit bien que si c'est compliqué, c'est que ça nécessite une vraie expertise et un vrai accompagnement. Et quelque part, comme tu l'évoquais tout à l'heure, j'espère que les auditeurs auront trouvé ça clair. Et s'il y a des sujets sur lesquels, effectivement, ce n'était pas suffisamment clair, quelque part, faites appel à un expert pour être bien accompagné. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi.